va vous présenter les choses qu'on sait autour de l'endométriose. Et alors, je vous demande de nous interrompre, hein, parce que sinon, on y est encore demain. Alors, je vais vous demander, on n'est pas beaucoup, mais si vous avez un téléphone portable, il faut flasher le code et comme ça vous permettra de répondre à des questions. Voilà. Parce que c'est nous qui allons vous poser des questions. Exactement. C'est bon pour vous? Ah, ça n'a pas marché? Un peu de patience. Moi, j'avais testé, ça marchait. Non, c'est bon, ça marche. Normalement, il dit qu'il n'y a pas de question lancée pour l'instant. Ah ben oui, parce que la question arrive. Voilà. On n'a pas commencé. Moi, ça marche. Voilà. Alors, donc la première question, c'est l'endométriose, pour vous, c'est quoi? À quoi ça vous fait penser? Alors, si vous marquez rien, bah, ça va être court, on va s'arrêter là. Parce que en fait, moi, j'ai besoin de ce matériel-là pour aller plus loin. Il faut mettre des mots pour passer à l'étape suivante. Ah bah alors, sinon, vous utilisez le micro. Hein. À quoi ça vous fait penser? Non, mais moi, vous dites à quoi ça vous fait, à quoi ça vous fait penser? Eh ben, d'avoir vu ma fille aînée pliée en quatre pendant des années et que personne n'a trouvé le moyen de la soigner. Je pense aujourd'hui prendre des idées pour essayer d'en discuter avec elle. Voilà. Comme elle a 60 ans maintenant, il n'y a plus de grand-chose à faire, je pense. Après avoir été opérée de l'appendicite, alors qu'elle n'avait pas de crise du tout d'appendicite, après avoir été opérée de je ne sais quoi aux ovaires, il n'y a rien aux ovaires, après avoir été opérée, voilà. Bon. C'est un résumé pas mal en fait. Une succession de l'errance des parcours. Et on aboutit à quelqu'un qui a été très mal pendant longtemps. Voilà. Bon, bah, je vous avais dit les trucs importants et qui complètent ce qui est là, avec en plus l'histoire du parcours, des parcours compliqués, de l'errance diagnostique, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et le fait que ça soit chronique, c'est de la douleur, mais c'est de la douleur intense, voilà, avec un impact important sur la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Sur la qualité de vie, on aura l'occasion d'en reparler. La notion de règle douloureuse, oui, c'est le principal point évocateur, c'est que la douleur se déclenche pendant les règles. Alors, ce qui est compliqué, c'est que cet aspect-là peut disparaître avec une maladie qui peut être beaucoup plus envahissante, mais c'est le point central dans lequel on reconnaît l'endométriose. Ça vous va, Élodie? Oui. Après, on verra la différence entre règles douloureuses et la maladie dite de règles douloureuses, parce qu'en fait, finalement, il se passe forcément une inflammation, donc qu'on sente ces règles, c'est peut-être utile. Néanmoins, ça devient une maladie et on a l'impression que le corps médical doit s'y intéresser à partir du moment où ça nuit à mon fonctionnement. D'accord? Avoir des règles douloureuses, c'est une chose. Par contre, ce qui en fait probablement la gravité, c'est l'impact que ça a sur mon quotidien et que ça nuit à mon fonctionnement. Chez l'adolescente, ça nuit à ça fait de l'absentéisme scolaire, ça perturbe le sommeil. Chez la femme jeune, ça nuit à ce qu'elle ait une activité professionnelle pérenne et finalement, elle finit par être licenciée par l'absentéisme, etc. Les troubles de l'attention. Donc, en fait, ce qui est important, finalement, et ce qu'on va essayer de chercher, c'est qui on doit prendre en charge et qui on doit améliorer. Et c'est ces petites questions-là. Et c'est ce qui en fait une maladie plutôt qu'un symptôme. Parce que ou un handicap. Ou un handicap. Mais en tout cas, c'est en quoi ça nuit à mon fonctionnement. Le monde idéal n'existant pas. Alors, c'est quoi? Il y a une définition. La définition, elle est très médicale. Elle est même microscopique. C'est le fait qu'on retrouve la muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus. C'est ce que on perd au moment de ces règles, on le retrouve en dehors de l'utérus, à d'autres endroits dans l'abdomen, principalement, dans le pelvis, dans le bassin principalement. C'est-à-dire que cette muqueuse, elle peut aussi saigner au moment des règles, alors qu'elle n'est pas dans l'utérus.
et ça explique une grande partie des symptômes douloureux au moment des règles. Ça explique en particulier les kystes de l'ovaire, parce qu'elle peut se retrouver dans l'ovaire. Donc, c'est pas un cancer, c'est pas une infection, et c'est les propres cellules de la muqueuse qui vont voyager à un endroit où elles sont pas censées être, ce qui est la principale théorie qui est acceptée. C'est la notion du reflux tubaire, c'est-à-dire comme si des contractions utérines anormales faisaient voyager ces muqueuses vers les autres organes du corps. L'abdomen, c'est une grande cavité où il y a plusieurs organes, dont l'utérus avec les trompes. Et l'utérus, c'est un muscle qui va se contracter et il peut, cette muqueuse, quand elle se décolle au moment des règles, elle va sortir dans le vagin provoquant les règles, mais elle peut aussi remonter dans les trompes et être poussée par les contractions de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle qu'on pourrait comparer au muscle au cœur qui est capable d'envoyer le sang dans les artères. Ben, il peut envoyer les règles dans le vagin, mais il peut l'envoyer dans les trompes aussi. Et il peut aussi capter, bien sûr, l'ovocyte et l'embryon pour le mettre dans la cavité, mais c'est une autre histoire. Et ces cellules, quand la cavité, l'abdomen, c'est un grand coffre, hein, où il y a plusieurs organes, et ces cellules, elles vont tomber dans l'abdomen et s'implanter. Elles ont des capacités pour s'implanter et créer de la maladie là où elles se trouvent. Elles peuvent survivre en dehors de l'utérus. Alors, quelle est la fréquence de l'endométriose? C'est à vous maintenant. Ah, madame qui n'a pas d'outils. À votre avis, quelle est la fréquence de l'endométriose? Mais on n'a pas lancé la question, là, vous pouvez pas répondre. Ah, bravo, Élodie. Là, vous pouvez répondre, je pense. C'est plus facile. Il faut se lancer en même temps, il n'y a pas de... Ça va bien se passer. On peut se tromper, il y a le droit à l'erreur. Il y a pas Parce de bonne qu'en même réponse. temps, c'est pas très simple, hein, 10%. Il y en a 3 qui n'ont pas répondu. Hein. Ils se dénoncent. Tout le monde a répondu? D'accord, parce que j'avais un 3 sur 6, mais Ah non, quelle est la réponse Mais la réponse, elle est plus compliquée que ça. C'est-à-dire que c'est à quel moment de la vie qu'on parle. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse, c'est pas facile. Les réponses, on peut les faire. Si je prends par exemple une patiente qui est dans un couple qui consulte pour infertilité, chez une patiente qui consulte pour infertilité, les chances de trouver de l'endométriose, c'est 40%. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver les chiffres en population générale. Et pour trouver les chiffres, il faut faire le diagnostic. Il faut être capable de faire le diagnostic chez tout le monde. Ce qui est compliqué, c'est fait partie du problème de l'endométriose. Et donc, les estimations qu'on a, c'est sur des cohortes où on regarde les diagnostics hospitaliers qui sont proches pour faire des estimations. Et la meilleure cohorte, c'est cette cohorte médicale australienne où on se retrouve avec une prévalence, c'est le chiffre qui est ici, qui va varier en fonction de l'âge. C'est-à-dire que quand on dit que c'est 10% des femmes, c'est la prévalence cumulée au cours de la vie. C'est-à-dire chez les femmes de 40 ans et plus, le risque qu'elles aient eu un diagnostic d'endométriose au cours de toute leur vie est d'environ 10 à 11%. Mais quand on regarde vers les 20-24 ans, le risque, il est de 1 à 2%. Et c'est un risque qui est cumulatif autour de la vie. Voilà. Donc on voit que le plus important, c'est 30-40 ans. Oui, parce que c'est cumulé. Même, le risque se cumule avec le temps. Donc, quand on dit que c'est 10%, c'est pas automatiquement 10% des adolescentes qui souffrent d'endométriose. Alors, si on parle douleur, ça vous évoque quoi? On y va, vous pouvez lancer plein de mots différents. Parce que du coup, le professeur Fritel est plus sur la partie gynéco. Moi, ma vie, hein,
professionnelle, c'est les douleurs chroniques. C'est rigolo, ça sépare les mots de manière non consensuelle. De quoi ? Oui, je laissais un peu, syndrome prémenstruel. Alors du coup, on était plutôt sur la douleur en général. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse si on reprend un peu la définition, mais c'est important, non pas qu'elle soit très intéressante, mais elle a évolué. En tous les cas, ça fait partie des sens, la douleur, au même titre que l'ouïe, etc. Donc c'est une expérience sensorielle qui fait appel aussi à l'émotion. Donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui va être considérée comme désagréable, ressemblant ou associé à une lésion tissulaire réelle au potentiel. Ce qui est très important de comprendre, c'est pas parce que les examens complémentaires qu'on a à notre disposition en 2025 sont strictement normaux qu'il n'y a pas de douleur. D'accord. Ça nous évoque aussi que finalement, ce que les gens pensent, la douleur dans la tête, ça n'existe pas vraiment. En tous les cas, dans mon milieu, et la définition prend en compte cela. Et donc, on est face à quelque chose qui est plutôt personnel, c'est-à-dire que face à une même douleur, l'expérience, le ressenti et les conséquences qui puissent en avoir vont varier. Finalement, pour parler de douleur, on a forcément des effets négatifs qui nuisent à mon fonctionnement. D'accord. Et ça, c'est important. Et puis, la description verbale n'est qu'un des nombreux comportements. On peut avoir des cris, on peut avoir des modifications du comportement avec un aspect mutique, par exemple, par rapport à la douleur, ou en tous les cas, chez les personnes dyscommunicantes. Toute modification du comportement est considérée comme une douleur jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc, c'est la première chose qui est évoquée quant à la modification du comportement d'un individu, et d'autant plus qu'il est dyscommunicant. Dans la définition, elle a un petit peu évolué en 2020 et avec le mot ressemblant, ça veut dire qu'on confirme quand même que la prise en charge de la douleur, certes, on s'attelle à la partie organique qui nous fait mal, mais néanmoins, on sait que pour être le plus efficace possible et qu'il y ait les minimums de conséquences et pour préserver le plus possible la qualité de vie, on doit s'atteler aussi à la composante, ce qu'on appelle biopsychosociale. Certes, on s'intéresse à l'organe douloureux, mais surtout aux conséquences que ça engendre dans mon fonctionnement, tant social que professionnel, que mon organisation familiale. Et on sait que ma capacité, mon tempérament, pour que tout le monde comprenne, mon trait de caractère influe beaucoup sur les conséquences et la variabilité qu'il va y avoir entre les individus par rapport à une première stimulation douloureuse. Et notamment, ce que je retrouve beaucoup, c'est les capacités d'adaptation. D'accord. Ce qui va varier et possiblement ce qui va faire la différence d'un individu à l'autre par rapport à une source de douleur, c'est ma capacité d'adaptation. Tant que mes capacités d'adaptation ne sont pas dépassées, vous pouvez réfléchir dans votre vie quotidienne, rien n'est un problème. À partir du moment où mes capacités d'adaptation sont dépassées, tout devient problématique, dont la douleur. Mais c'est pareil pour la frustration sur un voyage qui s'annule, le chat qui est malade, les enfants, ça ne marche pas à l'école. Tant que j'arrive à m'adapter, tant que j'ai ces capacités-là, ça va, ça passe. Tant que j'ai plus de capacité, ça ne passe pas. Et fonction de ma personnalité, mes capacités d'adaptation ne seront pas les mêmes. En gros, potentiellement, dans ce qui me concerne dans le monde de la douleur, ceux qui ont le moins de capacité d'adaptation pourraient être la femme anxieuse perfectionniste. Où là, très rapidement, je n'ai pas de capacité d'adaptation, où elles sont très minimes et elles sont très largement vite dépassées. Okay. Si on prend possiblement, parce que je travaille beaucoup en images, si on prend Bob Marley, je pense qu'il a des capacités d'adaptation très largement supérieures à ma femme anxieuse perfectionniste. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit au jour le jour, qui travaille, quand il a de l'argent, il dépense, il est itinérant, il va d'un endroit à l'autre, a des capacités d'adaptation énormes et dont la douleur va faire partie dans cette forme d'imprévu. Donc possiblement, on va avoir une altération de ta qualité de vie bien moindre que quelqu'un qui va être très perfectionniste et dans le contrôle. Ok ? Et donc ça, on a des traits de personnalité. On a très rarement dans la douleur des pathologies psychiatriques. Par contre, on a des traits de personnalité et des personnalités plus présentes que d'autres dans notre type de patientèle.
Et bien évidemment, quand on va sur l'endométriose, un petit peu plus de femmes. Et donc, si on rajoute... c'est qu'il faut que j'attende que ça télécharge. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. Si on rajoute le mot chronique, on ne l'aura pas, mais par exemple, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, le fait de rajouter chronique à une douleur? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une douleur à une douleur chronique? Alors, il y a une notion de durée. Oui, plus ça dure dans le temps, et en fait, effectivement, on va avoir bien une notion de durée. Et si ça dure longtemps, probablement, on va avoir des conséquences différentes entre ce qui est une douleur aiguë et une douleur chronique. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je suis le médecin responsable du centre de traitement de la douleur ici à l'hôpital, au CHU de Poitiers. Et en fait, je fais beaucoup de douleurs chroniques et très peu de douleurs aiguës. Dans notre système de santé aujourd'hui, c'est... Dans la douleur aiguë, les gros spécialistes, c'est surtout les anesthésistes, la douleur périopératoire et post-opératoire immédiate. Et on travaille de plus en plus, nous, en lien avec tout le monde, parce qu'on veut éviter que la douleur se chronicise, parce que si elle se chronicise, j'ai possiblement des modifications dans mon mode de vie qui est très largement, possiblement négatif. Donc, en fait... Pour parler de la douleur chronique, en fait, j'ai repris la définition de la HAS en 2008, qui est un syndrome multidimensionnel. Et on parle de syndrome. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour une même douleur, les conséquences ne vont pas être les mêmes suivant. Je la fais pour que vous compreniez bien. Si j'ai mal au dos, vous comprenez bien que les conséquences, si je suis maçon ou si je suis secrétaire, n'auront pas les mêmes conséquences professionnelles probablement. Et aussi, on n'a pas tous les mêmes revenus, même schéma familial. Si je suis une mère célibataire avec 2 enfants, que je suis en arrêt de travail à une perte de mon salaire de 50%, vous allez bien comprendre que les conséquences peuvent être très vite invalidantes. Alors que si je suis en couple, mariée, 2 enfants, mon mari est Bill Gates, et que moi, je me retrouve en arrêt médical avec une diminution de mes revenus de 20%, dans le schéma familial, ça va peut-être pas changer grand-chose. D'accord? Donc, en fait, ces variabilités-là font qu'on n'aura pas tous les mêmes conséquences. Donc, on parle très clairement de syndrome. Et en fait, quelle que soit sa topologie ou son intensité, et en fait, ça va être des douleurs qui vont persister ou être récurrentes, au-delà de ce qu'on pourrait s'y attendre, d'accord, qui vont répondre insuffisamment à la prise en charge aiguë, d'accord. On s'attend à ce que ça soit assez facilement résolutif avec le traitement en place, et ça va entraîner une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles des patients. Et un des impacts très forts, c'est que tout arrêt de travail qui va se prolonger plus je suis arrêtée longtemps de travailler, plus j'ai une réorganisation et des effets et des bénéfices secondaires qui vont se mettre en place, qui vont nuire à mon potentiel de reprise de mon activité professionnelle. En gros, plus je suis arrêtée longtemps, plus ce sera difficile de reprendre. Et dans l'intérêt de tout le monde, il faut limiter ces temps d'arrêt de travail. Et en fait, c'est un peu... Mais c'est compliqué à mettre en place et vous allez comprendre. En fait, c'est la mère de famille qui a arrêté. Donc, ça veut dire que si elle est en arrêt de travail, on va très clairement considérer qu'elle n'est pas capable d'assumer ce qu'elle fait le plus dans la journée, c'est-à-dire son activité professionnelle. OK ? On dit qu'elle n'est pas capable d'assumer ses 8 heures d'activité professionnelle. Et rares sont les femmes qui, quand elles sont arrêtées, ne se mettent pas la charge de puisque je suis à la maison, j'emmène mon enfant alors que je ne l'emmenais pas le matin, je vais aller le chercher à l'école alors que je ne l'emmenais pas à l'école, et je vais décider d'aller faire les courses ou de faire à manger alors que d'habitude on le fait un peu à l'arrache où on voit ce qu'il y a. C'est-à-dire que je prends pas ce temps d'arrêt pour récupérer et me reposer, je me rajoute une surcharge familiale fonctionnelle. Et donc qu'est-ce qui se passe progressivement ? Les enfants ils sont contents, ils vont pas à la garderie, le mari est content parce que du coup les enfants sont plus posés, on fait leur devoir, etc. C'est ça un bénéfice secondaire à l'arrêt de travail. Et donc, en fait, on essaye d'encourager les gens. C'est si je suis arrêtée, je fais rien de plus que ce que je faisais. Et ce temps d'arrêt, je dois le considérer et le remettre en place pour mon auto-guérison et mon processus de guérison. Donc, il faut limiter le plus possible la réorganisation du schéma familial.
d'accord, dans votre propre intérêt. Bon, et puis les médicaments ne marchent pas aussi. Alors, insuffisamment. C'est-à-dire que la prise en charge en aigu n'a pas permis de reprendre le fonctionnement tel qu'il était avant. D'accord ? M'a pas permis de reprendre le style de vie que j'avais. Donc, c'est pas qu'il ne marche pas du tout, c'est qu'il n'a pas suffisamment fonctionné pour me permettre de récupérer. D'accord ? Il faut quand même penser en être humain et en temps humain de vie. Hein, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai deux défauts qui peuvent être des qualités dans ma pratique professionnelle. C'est que, un, je travaille que en statistiques. Et deuxièmement, donc je vais toujours du plus probable au moins probable. Et le deuxième point, c'est que je pense en processus que l'humain a été créé pour survivre et a toujours des capacités, et que si ça se passe comme ça, il y a une raison. Préservation de l'espèce. Donc en fait, le corps humain a un processus naturel d'auto-guérison. On a été prévu pour la plupart du temps s'en sortir. D'accord ? On a des ressources personnelles à mobiliser qui font qu'on va s'en sortir sans l'aide de personne parce que notre corps a été prévu pour ça. C'est la préservation de l'espèce. Par contre, il faut raisonner en quoi ? Il faut raisonner en temps de vie humain. Si l'espérance de vie est de 82 ans, à peu près, ça veut dire que mon processus d'auto-guérison est à peu près de 2 ans. Okay ? Donc ça veut dire que c'est un peu long quand on le vit, mais à l'image de la vie humaine, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut penser que si j'ai une coiffe des rotateurs et l'épaule, si j'ai plein de muscles et que celui qui m'a créé m'en a mis plein, c'est qu'il a bien pensé qu'il y en allait un qui allait poser problème. Sinon, on n'en aurait mis qu'un. Il s'est dit, je sens bien que c'est une articulation qui va poser des difficultés, je vais y mettre plein de muscles. Comme ça, s'il y en a un tendon qui pète, il y a les autres qui sont là. Oui, ça marche, mais ça marche au bout de 2 ans, probablement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il faut un temps de cicatrisation pour celui qui est abîmé. Et s'il n'arrive pas à se réparer, il faut que les autres prennent le relais et apprennent à fonctionner sans pour que ça se réorganise. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement, je serai plus capable de faire ça, mais dans la vie quotidienne et dans la vie de tous les jours, ça passe. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut quand même laisser le temps, en dehors de l'urgence, à mon corps de s'habituer à se réorganiser et à prendre le temps d'auto-guérir. Okay ? Donc il faut toujours se poser un peu et prendre le temps. Donc oui, mon traitement, il n'a pas suffisamment marché, ça nuit trop à mon fonctionnement. Et du coup, j'ai eu une douleur qui a perduré, et qui a perduré négativement parce qu'il a eu des conséquences trop négatives sur mon fonctionnement. Vous savez que la vie est faite d'imprévus et quoi qu'il arrive, ce qu'on fait à 20 ans, on ne le fera plus à 60 ans. La différence, c'est quoi ? C'est que dans un côté, c'est imposé et c'est brutal, alors que de l'autre côté, c'est un peu plus progressif. Et finalement, c'est peut-être ce que j'ai dit. Mes patients, souvent, me disent, vous vous rendez compte, j'arrive même pas à faire le ménage à la maison. Ouais, on repart avant. Qui n'aimerait pas, dans la population générale, avoir une femme de ménage qui vient faire le ménage ? C'est quand même assez favorable de ne pas faire le ménage à la maison pour la plupart des gens. Sauf que là, elles le voient négativement parce qu'elles ont besoin d'être ménagères. Pourquoi ? C'est la différence entre le choix et l'obligation. D'un côté, j'ai choisi, donc c'est louable. De l'autre côté, on me l'impose et je n'ai pas décidé, donc je le prends négativement. Mais au final, les conséquences, ce sont que ça peut être assez sympa de ne pas faire le ménage à la maison. Les douleurs chroniques, c'est beaucoup. Vous voyez bien qu'on est obligé de faire une sélection de qui rentre dans les CRTD. C'est tout le partenariat qu'on a, notamment avec la gynécologie, là, dans notre parcours à nous, et le professeur Fritel, c'est qu'on ne pourra pas voir tout le monde. D'accord ? On ne peut pas voir tout le monde. À peu près 30% de la population aura des douleurs chroniques. On a une population plus élevée en fonction de l'âge, bien évidemment, mais aussi un peu plus de femmes. Et ce qui fait qu'on doit savoir qui on voit dans nos centres et qui on va pouvoir aider le plus et le plus rapidement possible. C'est un peu ça. La question. Oh oui, je vais pouvoir. On y va. On a parlé de la fréquence de l'endométriose et que ce n'était pas exactement la même au cours de la vie. Et c'est quelle est la fréquence des douleurs de règles. Sans donner de définition à ce que c'était des douleurs de règles. De quoi ? C'est quoi des douleurs de règles ? Des douleurs de règles, c'est... moi, je dois dire ce que c'est pour moi. Ouais.
c'est des douleurs de règles, c'est-à-dire que c'est une sensation, comme on a dit, désagréable, qui arrive pendant mon cycle menstruel et pendant mes saignements. Et la plupart du temps, c'est rythmé, puisque les règles ont à peu près un contexte rythmé. Et ça, c'est des douleurs de règles, c'est-à-dire que c'est une sensation désagréable. Alors, ce qu'on a proposé sur les derniers recos, que je vais terminer bientôt, c'est que c'est des douleurs qui demandent un processus de modifier, d'avoir un processus antalgique. Oui, je veux bien la suivante. Alors, sur les douleurs de règles, elles sont d'autant plus fréquentes qu'on est jeune. Vous savez une des échelles les plus faciles utilisées pour mesurer la douleur, c'est un chiffre entre 0 et 10. Et là, on est sur les 18-24 ans. Et quand vous regardez les 18-24 ans, il y en a 20% qui ont des douleurs qui qualifient leurs règles comme à 7 ou plus sur 10. Voilà. Et ce chiffre, il va diminuer au cours de l'âge et c'est beaucoup moins, c'est 2 fois moins fréquent à la quarantaine qu'à 20 ans. Si on prend, ça c'est un échantillon de population française qui est issu de la cohorte Constance, qui est une cohorte où on a fait participer hommes et femmes partout en France. Et les femmes qui ne déclaraient aucune douleur, c'était un peu moins de 70%. Et il y en avait 30% qui déclaraient soit des douleurs de règles, soit des douleurs au rapport, soit des douleurs dans d'autres circonstances. Donc on retombe sur le chiffre de 30% de douleurs chroniques si je prends que de la douleur gynécologique chez la femme. Donc, on va venir à comment dépister. Alors, il y aura une question sur comment diagnostiquer. Il y a peut-être une différence entre les deux, mais c'est pas le sujet. On a parlé de l'endométriose. Donc, les questions qui vont se poser, c'est quand je souffre, comment on fait le diagnostic, et est-ce qu'il est possible de le savoir avant, de le dépister avant? Oui. Oui. Oui, alors il doit être là. J'essaye, Élodie. Je pense que si je le fais là. Ah oui, là. En cliquant là. Ici. Non, c'est la grille des résultats. Je vous le remets. Non, c'est pas très si on vient tout en arrière. Moi, je connais pas l'autre. Il est là. La souris de dessus. Oui, nous ne sommes pas informaticiens, on est médecins à la base. Non, mais on apprend. À force, on finit, mais c'est imparfait. L'avantage, c'est anonyme. Il y a d'autres idées ou... Bon, on va essayer de répondre aux questions. Comportement du patient, échographie, clinique avec l'ensemble des symptômes. Tout le monde a mis à peu près ce qu'il voulait. Oui, je passe où? Oui, on passe, Élodie. C'est en effet... non, mais c'est la même chose, dépister, diagnostiquer, on va avancer. Finalement, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes outils qu'on utilise à différents moments. Vous avez mis l'essentiel, parce que vous avez mis les symptômes et les examens complémentaires. L'endométriose, c'est donc de la muqueuse qui saigne en dehors de l'utérus. La dysménorrhée, c'est les douleurs pendant les règles. Ouais. Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels.
C'est les termes médicaux, je m'en excuse. Et donc, ce qu'on a appris au cours des dernières années, c'est la notion de douleur localisatrice. C'est-à-dire que pour comprendre la douleur, il faut interroger les patientes non seulement sur l'intensité, mais la localisation et la typologie. Une douleur, c'est une histoire à raconter. Il y a toute une histoire à raconter. Et l'endométriose, c'est donc quelque chose qui saigne en dehors des règles sur les organes. Et le fait que ça saigne en dehors de l'utérus, pas en dehors des règles, en dehors de l'utérus, va dire qu'il y aura des douleurs à d'autres endroits que l'utérus. On peut avoir des douleurs qui sont latéralisées, des douleurs sur la vessie, des douleurs. On a pas mal de face antérieure des jambes, face intérieure des cuisses, des des irradiations dans le sacrum. Oui. Et toutes ces localisations, ces irradiations vont donner une idée de il y a quelque chose qui se passe en dehors de l'utérus. Oui, il y a quel endroit. Ce n'est pas simplement une douleur de règle, une douleur qui est au milieu ici. C'est une douleur qui va ailleurs, qui a d'autres localisations. Et ça va guider le fait de rechercher à la fois par la clinique. Ça peut être une douleur sur une cicatrice, ça peut être une douleur ombilicale sur une cicatrice de césarienne. Et c'est ça qui va faire qui va évoquer le diagnostic d'endométriose. Ça fait mal avant ou pendant les règles, et ce n'est pas dans l'utérus que ça se passe. Voilà. Donc, et les principales douleurs qu'on va retrouver, c'est douleurs à la défécation, des douleurs en allant à la selle, des douleurs urinaires, des douleurs au moment des rapports. Et c'est ça qui construit le fait qu'on n'est pas vraiment dans des douleurs de règles. Il y a quelque chose d'autre qui se passe, et il va falloir aller chercher s'il y a une endométriose. Je vous en prie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir, l'endométriose? Alors, c'était un peu le sens du piège entre dépister et diagnostiquer. Non, il n'y a pas de prévention de l'endométriose. Et en fait, là, c'est mon rôle de médecin de la douleur chronique. Toutes les vérités sont pas bonnes à savoir. En fait, mais c'est très, très important. C'est-à-dire que faire des examens complémentaires, il faut que j'en ai un sens derrière. Parce qu'en fait, on a vite du catastrophisme. Parce qu'en fait, et on arrive vite à des faux diagnostics, finalement. Je fais le parallèle avec l'arthrose. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai de l'arthrose au genou et que j'ai mal au genou que j'ai des douleurs qui sont liées à l'arthrose. C'est-à-dire qu'on a des découvertes fortuites. D'accord ? On fait plein d'examens de personnes qui ne se plaignent pas ou très peu. On va découvrir des choses et on va les mettre en lien parce qu'on est des humains. Mais souvent, il n'y a pas forcément de lien. Et ça aboutit comme ça à des opérations ou des interventions qui n'ont pas les résultats escomptés parce qu'il n'y a pas de lien avec tout ça. Donc en fait, une jeune qui aurait des douleurs de règles qui ne nuisent pas à son fonctionnement, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires ? Parce que qu'est-ce que nous dit la littérature ? On est parti sur l'infertilité, le catastrophisme, etc. Est-ce que finalement, on sait qu'on doit faire le diagnostic de maladies curables et en tous les cas, un retard diagnostique dans les cancers, oui, on le sait. Il faut aller faire précocement, ça améliore ma survie. Mais dans des choses où je n'ai pas forcément de traitement curateur et que ça ne va pas nuire à diminuer mon espérance de vie, est-ce qu'il faut à tout prix que je fasse des examens et que j'aille faire les choses ? Je n'ai pas la réponse, mais je vous questionne. Donc en fait, est-ce qu'il faut toujours aller chercher quelque chose, une explication, si ça ne nuit pas tant que ça à mon fonctionnement ? Donc il n'y a pas de prévention et il y a les conséquences. Il n'y a pas d'indication de dépistage. Allez-y, madame. Oui, je voulais savoir si vous étiez capable à ce jour d'expliquer pourquoi ça touche certaines femmes et pas d'autres, parce qu'il y a des causes qui sont identifiées. Alors, c'est une excellente question. J'y réponds dans un instant. Pas de dépistage, c'est-à-dire que les recommandations en l'état actuel sont on s'occupe des patientes qui souffrent, mais on ne s'occupe pas des patientes qui ne souffrent pas, même si probablement il pourrait y avoir de l'endométriose. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a appris de compliqué avec l'endométriose, c'est que les manifestations sont très variables, et en particulier, on peut avoir de l'endométriose sans souffrir. C'est-à-dire que l'endométriose n'est pas synonyme de souffrance. Et que, au final, je peux trouver de l'endométriose chez des patientes qu'on opère pour complètement autre chose et qui ne se sont jamais plaints. Et
Le traitement, il est adapté non pas au fait, à la taille de l'endométriose, mais à ses conséquences et à l'intensité de ses manifestations cliniques. On aurait tendance à penser, dans le monde de la douleur, que plus l'endométriose est superficielle, plus elle est symptomatique et douloureuse, plus elle serait profonde et envahissante, et moins elle serait douloureuse. C'est les gros paradoxes. Mais en tous les cas, il n'y a pas de parallèle, et des fois, c'est très compliqué de dire que j'ai des douleurs, j'ai de l'endométriose, et que tout ça est ensemble, et que ça a un sens. C'est pour ça qu'on s'est mis à travailler ensemble entre la douleur chronique, avec les gynécologues, pour essayer justement de pas être trop invasif et d'essayer un peu de comprendre et de savoir jusqu'où faut aller dans l'intérêt des patients toujours. Parce que ce qui compte, c'est l'objectif. On a quand même 2 objectifs principaux quand on est sur l'endométriose. 1, les patients veulent aller sur la voie de la douleur, ou 2, sur la voie de la fertilité souvent. Et on ne va pas proposer les mêmes types de prise en charge pour une même patiente, suivant qu'on s'oriente vers une prise douleur ou fertilité. Oui, donc en fait, l'objectif est fondamental. Hein. Et ne pas nuire. Bon. Et donc dans l'idée de ne pas nuire, doit-on toujours aller rechercher de l'endométriose? Voilà, et doit-on tout enlever? Donc les causes de l'endométriose, on ne les connaît pas. Pourquoi il y a ce reflux tubaire? Pourquoi il y a ces cellules qui ont ces capacités? Pour l'instant, c'est pas connu. Si la question est sur la part héréditaire congénitale, elle est probablement faible, estimée à moins de 5% d'explication. Donc, il n'y a pas, ça ne se transmet pas. Et c'est pas une maladie qui évolue dans le temps. La plupart du temps, la maladie n'évolue pas. Après, c'est une maladie qui est assez récente malgré tout. Hein. Si on peut un peu voir dans le monde de la douleur et sur l'arthrose, on sait que, tant bien même j'ai de l'arthrose, les gens sont moins symptomatiques s'ils font de l'activité physique. Donc, en fait, on sait que le mode de vie va influencer probablement sur mon expression douloureuse. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien qui est sorti sur l'endométriose, mais on peut très largement penser que comme facteur limitant pour améliorer ma tolérance et rendre ces lésions le moins symptomatiques possible, on est toujours sur un triangle fondamental qui est activité physique, alimentation, sommeil, avec au milieu de mon triangle des activités plaisir. En faisant ça dans le quotidien, on va limiter l'impact négatif de toute source d'imprévu, dont la douleur. Donc probablement, le mode de vie peut peut-être influencer, expliquer ces différences. Pourquoi j'ai des femmes qui ont de l'endométriose non symptomatique et pourquoi d'autres ne le seraient pas. En sachant qu'on est quand même sur une partie anatomique du corps humain qui est assez particulière en elle-même. Parce que on va aller bien évidemment toujours chercher, je sais plus dans le topo où c'est ou si on en parle, mais bien sûr que ma première expérience de femme, elle va être importante. Bien sûr qu'il y a des personnes, quand j'ai mes règles, quand je suis une jeune fille, que j'ai mes règles en CM2 ou que je les ai en 4e, c'est pas la même chose sur l'entrée de la femme et la transformation du corps, et tout ça peut avoir aussi un vécu sur ces symptômes-là qui me rappellent que ce truc que j'ai pas envie. Donc en fait, on est quand même sur l'entrée de la vie intime, sur cette sphère où on ne parle pas beaucoup en France, et tout ça va avoir forcément aussi une incidence sur la perception de ces symptômes-là. Si on ne m'explique pas, si je suis entourée de frères, que oui, je peux ressentir des choses, il y a une inflammation, et que non, c'est pas dangereux, et que c'est si... Enfin, tous ces niveaux de connaissances-là, ils vont aussi influer sur mon vécu à moi. Donc nous, quand on va voir comment s'est passée la première expérience sexuelle, comment s'est passées les premières règles. On a des histoires un peu difficiles, de règles hémorragiques, pas forcément douloureuses, mais où du coup, on sort de cours parce qu'il y a des fuites, etc. C'est quand même difficile à vivre pour une adolescente et pas forcément facile, encore moins en CM2 que si on est en 4e, par exemple. Donc en fait, toute l'histoire et la vie de la femme a probablement aussi une incidence. Mon mode de vie et ma vie en tant que femme aussi peut avoir une incidence sur ces perceptions de symptômes. Alors c'est ce que j'ai essayé de dire, qu'il y a une histoire à raconter. C'est-à-dire que les examens qu'on va faire, ils vont nous aider à décider comment on fait. Mais ça ne dira pas de faut-il faire, quelle est l'intensité du traitement et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est si on fait de telle manière, voilà. Et puis alors, autant si on prend dans l'Assemblée, on va voir 10 personnes, 10 femmes différentes, peut-être avec la même hémorragie, et probablement on ne va pas proposer les mêmes choses.
Oui, parce Rien n'est standardisé. elles ont une histoire différente, des attentes qui sont différentes. Elles ont des priorités de vie qui ne sont pas les mêmes. Oui. Je vous en prie. Justement, puisque vous parliez des premières règles, à partir de quel moment il faut s'inquiéter et peut-être consulter quand on a des adolescentes alors qui effectivement n'en sont peut-être pas encore au rapport sexuel, à l'infertilité, mais avant. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et se dire peut-être que ce sont des signes d'endométriose Pour ou moi, alors ça nuit à mon fonctionnement. C'est-à-dire que soit je rentre dans un état un peu dépressif de l'adolescence, je m'enferme, je ne veux pas sortir quand j'ai mes règles, l'absentéisme scolaire, c'est quand ça a des conséquences négatives durables sur mon fonctionnement. Je pense que c'est là où il faut se poser la question. Après, peu importe si c'est de l'endométriose ou pas de l'endométriose, dans tous les cas, j'ai quelque chose qui nuit à mon fonctionnement et qui est fondamental. Et donc, je pense que c'est ça l'une des réponses. C'est-à-dire que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'intensité, c'est une question, ça nuit très clairement à mon fonctionnement. Et du coup, ça m'empêche de vivre ma vie d'ado telle que, classiquement, je peux la vivre, c'est ça. Oui, puis je suis pas inquiet. Il peut y avoir une différence entre... bon, je reçois très souvent des adolescentes accompagnées par leur maman. Très clairement, elles n'ont pas toujours les mêmes objectifs. Et il y a un temps d'échange pour que chacun s'exprime à la fois ses inquiétudes et son ressenti. Pour prendre position sur jusqu'où on va. Est-ce qu'il y a une urgence maintenant à faire plus que donner une pilule, que faire l'échographie qui est recommandée? Quelle est l'urgence perçue? Quelle est la souffrance qui est là? C'est pas toujours facile pour un parent d'analyser la souffrance de son enfant. Donc, à la limite, que ça me semble naturel que ça soit reporté sur le gynécologue à un moment donné, qui va être là pour mesurer la différence entre l'inquiétude parentale, qui est légitime, et la réalité de ces douleurs, enfin la réalité, les conséquences de ces douleurs. Donc parfois il y a besoin d'une expertise médicale pour répondre à ça, parce qu'on n'est pas bien placé pour mesurer ou soigner ses en fait, proches. Je crois que c'est important dans ma manière, c'est qu'en fait il faut quand même, avec tout ce qu'on entend quand même, il faut aussi dédramatiser. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai une endométriose que je serai infertile, que je vais avoir mal toute ma vie et que ça va mal se passer, j'aurai pas de job, etc. Donc en fait, il faut aussi dédramatiser en disant ok, tu as quelques lésions, ou ok, tu as un peu plus mal, mais ça te définit pas, on va trouver des solutions. Il y a aussi ce discours de dédramatiser parce qu'il y a un moment où c'était méconnu, on n'en parlait pas. Et pour moi, il y a un moment où on en parlait beaucoup. Très clairement, on était même à reconnaître que c'est même pas normal d'avoir des douleurs de règles. Je veux dire, on devrait absolument rien sentir. Il y a un juste milieu avec tout ça. L'essentiel, c'est qu'on en parle. Mais on a aussi le droit de dédramatiser un peu. Sur une ado, c'est un peu compliqué. Et puis l'adolescence, c'est une période compliquée. Pas que pour les parents, pour les ados avant tout. Donc on va s'intéresser aux symptômes et on va faire des examens. Le premier examen après, c'est l'échographie et on peut aller jusqu'à l'IRM pelvienne. Voilà. Ça, c'est des images d'IRM. J'ai des images. C'est quelques images anatomiques. Vous allez dire, on voit rien du tout. C'est normal. On voit du blanc et du noir quand même, un peu des nuances de gris. Il n'y a pas la couleur. Il n'y a pas la couleur. Là, on est dans le vagin. Là, c'est l'utérus. Là, il y a le rectum. Et la lésion, c'est le truc noir qui est là, qui colle les deux et qui est attaché aux deux. Vous voyez une espèce de toile d'araignée un peu, qui attire ici, et qui se rétracte. Et qu'on voit ici dans l'autre sens. Là, c'est l'image dans l'autre sens qui est ici, avec le rectum en arrière et l'utérus en avant. Donc, c'est pas si facile que ça à voir. Non, et c'est très très important de comprendre. Alors en fait, qu'on a toujours des surprises. C'est-à-dire qu'on est quand même une équipe formée, des radiologues formés, des gynécologues qui passent leur temps à faire ça. Et en fait, il faut quand même comprendre que l'humain, c'est pas une machine. C'est
pas de la mécanique. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y a de l'endométriose vue à l'imagerie qu'on va la retrouver. la retrouver en chirurgie. Le seul vrai diagnostic, c'est j'ouvre et je regarde. Donc ça nous arrive, malgré notre expérience, hein, Monsieur Fritel, que on dit que sur les imageries, après lecture, relecture et relecture, il n'y a pas, on ouvre, il y a. Et quand on est à peu près sûr qu'il y a, on ouvre, il n'y a pas. Bon, donc on se trompe. Voilà. Donc en fait, on ne prend pas pour argent comptant. Hein. J'en ai vu sur l'IRM, c'est sûr, j'en ai. Voilà, ok. Ou il n'y en a pas, et je suis sûre qu'il n'y en a pas, et on n'ouvre pas, ça ne sert à rien d'aller regarder. Voilà. Non, mais on y va parce qu'il y a des raisons, il y a une souffrance, et il y a des raisons d'y aller. Et la raison, elle n'est pas dans l'image. La raison, elle est dans l'histoire, le vécu. C'est là où sont les raisons. L'IRM ou l'écho ne nous sert de la discussion technique, comment je fais. On voit quand même, c'est rarissime d'avoir des lésions graves qui passent, qu'on ne voit pas à l'IRM. C'est quand même rarissime. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais c'est rarissime. Et vous voyez la lésion qu'on voyait là, on est dans le ventre. On a mis la caméra dans le ventre. On est sur la surface des organes, hein, c'est ce qu'on appelle le péritoine. Il y a l'utérus qui est juste derrière, il est tenu par une pince qui n'a pas sa place ici, hein, c'est la pince du chirurgien. Le rectum est là, et on voit, c'est quasiment normal, mais sous la surface, en transparence, on voit quelque chose qui n'a pas une couleur normale et qu'on va toucher, qui va être dur. Et c'est l'image qu'on voyait tout à l'heure à l'IRM. On n'a pas fait plus gore, on a enlevé les autres images, on est resté sur quelque chose d'à peu près visuellement correct. Vous confirmez? Ça a été, hein, même pour les populations sensibles. On en a parlé, le fait que dans l'ensemble des douleurs pelviennes, il y a de l'endométriose, mais que l'endométriose peut être... On peut aussi avoir une endométriose et que ces douleurs ne soient pas liées avec l'endométriose. Ça, c'est pour bien compliquer tout. Je rappelle... C'est-à-dire que je vais traiter l'endométriose, mais qu'il y aura toujours la douleur qui sera là. Statistiquement, hein, la plupart des douleurs de l'être humain, c'est musculaire. Dans à peu près 9 cas sur 10. Hein. Ce qui nuit au fonctionnement de l'être humain, d'une manière générale, quand il y a une douleur, c'est le muscle. D'accord? Donc, c'est-à-dire, tant bien même j'ai de l'endométriose, j'ai beaucoup de muscles à cet endroit-là. Hein. J'ai l'obturateur interne, j'ai le piriforme, j'ai énormément de muscles et en fait, qui eux aussi participent à la douleur. C'est pour ça qu'on peut expliquer que j'ai des douleurs à la face interne des cuisses, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un endroit de mon corps qui est plus figé qu'un autre, d'accord? C'est-à-dire que normalement, je suis censée être mobile et chewing-gum. Hein. Il y a de la vie dans mon ventre, il est censé bouger, vivre. Si finalement, il est plus figé à un endroit donné, ça veut dire que je vais avoir une réorganisation potentiellement de mes muscles, de mon bassin, parce qu'il ne va pas être équilibré pareil. Et secondairement, je peux développer des douleurs, ce qu'on appelle myofaciales, qui vont très vite arriver. Et ce qui fait que ce qui va nuire le plus à mon fonctionnement, c'est peut-être pas les lésions d'endométriose, mais les conséquences qu'il y a eu sur la composante musculaire. Et dans ces cas-là, on améliore la composante musculaire, on n'a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie. Parce que c'est un peu compliqué tout ça. Et donc, c'est pas parce que j'ai des douleurs pelviennes, c'est de l'endométriose, d'accord? J'ai plein d'autres raisons d'avoir des douleurs à l'intérieur de ce ventre qui sont pas forcément de l'endométriose. Et là où j'aurais pas de chance, c'est si j'avais des douleurs qui n'étaient pas en lien avec l'endométriose, je fais un examen complémentaire, je découvre de l'endométriose, on décide de m'opérer de l'endométriose et ça change rien à mes douleurs parce que vous avez bien compris, le problème, c'était pas l'endométriose. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour traiter l'endométriose? Vous me permettez, Monsieur Fritel, je clique. Comment on fait pour traiter l'endométriose? On a quoi à notre disposition? En plus, il y a un piège dans la question parce que traiter, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, je suis trop dans le milieu. Est-ce que traiter, ça veut dire est-ce qu'on l'a guéri, on l'a fait disparaître? Est-ce qu'on s'arrange à vivre avec? Je propose soigner, alors. Ou qu'est-ce qu'on peut proposer pour mieux vivre avec, hein? Est-ce qu'on peut éradiquer l'endométriose? J'ai bien une idée avec la bombe nucléaire, mais je le sens moyen sur le niveau de survie.
il nous en manque dessous, alors c'est quoi? Mettez le nuage de mots. Regardez à gauche. Tac. Adaptation psy, gérer, relaxation, médicaments, l'aroxy, l'alimentation, médicaments, chirurgie, douleur antalgique. Ok. Moi, je veux bien qu'on s'intéresse 2 secondes à alimentation. Ça m'intéresse, ça. Ouais. Je veux bien qu'on s'intéresse à l'alimentation. Je ne sais pas si sur l'endométriose, il y a des grosses données sur l'alimentation. Aucune. Voilà. Par contre, c'est globalement important. Alors, attention. C'est pas parce qu'il n'y a pas de données qu'on n'est pas censé réfléchir. D'accord. Circule probablement sur l'alimentation ce truc anti-inflammatoire de l'alimentation et sans gluten. Non. En tous les cas, on le voit beaucoup arriver sur les réseaux sociaux, ce facteur alimentation. Bah alors pas tant parce que les réseaux, je les ai pas. Ouais. Non, c'était plutôt... Alors du coup, j'ai eu ce diagnostic d'endométriose et de tout un tas d'autres trucs. Et c'était plutôt des recherches un peu toutes seules pour essayer de gérer la douleur en remarquant que il y avait des choses quand je mangeais plus acide ou quand je pouvais avoir des douleurs un peu plus ou parfois un peu moins, que ça dépendait du cycle. J'ai fait des expériences, quoi. Et l'alimentation, ça me semblait être le moins dangereux. De toute façon, l'alimentation, c'est un élément clé. Et en fait, ce qui compte quand même dans l'alimentation, si on reprend à la base, c'est que c'est indispensable à la vie. Et normalement, dans l'alimentation, je dois garder cette notion de plaisir. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de régime alimentaire. Il y a certains l'objectif que j'y vois derrière l'alimentation. Est-ce que c'est quoi ? Vouloir perdre du poids, vouloir perdre du gras abdominal, c'est vouloir gagner de la masse musculaire. Est-ce que c'est vouloir ne plus avoir de ballonnement? Est-ce que c'est vouloir avoir plein de choses? En fait, en fonction de mon objectif et ce que j'en attends, je ne vais pas avoir le même type d'alimentation. Dans le cas des douleurs, dans l'arthrose, on a vu beaucoup la protéine en lait de vache parce que c'est hyper acide. Et comme c'est hyper acide, ça fait plus de douleurs à l'articulation. On a vu l'éviction, moi, chez mes douloureux chroniques, avec l'alimentation anti-inflammatoire, d'enlever certaines classes alimentaires. En tous les cas, rien n'a été prouvé. Et la seule chose qu'on sait, c'est que les régimes stricts font des carences et que, par exemple, le régime sans gluten aggrave le risque cardiovasculaire. On ne sait pas ce que ça fait, mais on sait que ça nuit à mon capacité cardiovasculaire. Le seul régime, en fait, il y a des recommandations d'alimentation, et en fait, probablement, sur le cycle d'une femme, on peut varier certaines formes d'aliments. Ce qu'on sait, c'est que le microbiote, c'est notre premier cerveau, et ça, c'est sûr. On sait qu'en analysant notre caca, on est capable de nous dire si on a une alimentation diversifiée et si on fait de l'activité physique. Rien qu'en analysant le caca, et ils savent si j'ai du diabète, pas de diabète, etc. Donc, en fait, le microbiote a un élément clé. On sait que si je m'enlève un aliment durablement, quand je le réintroduis de manière massive, il ne va pas passer. Si je mange toujours la même chose, je vais avoir un microbiote qui va être pauvre. Si je ne fais pas d'activité physique, j'ai un microbiote qui va être pauvre. Et on sait que la pauvreté du microbiote fait que ça peut avoir des conséquences qui vont nuire à mon fonctionnement. Donc ça, c'est une donnée qu'on a. Après, possiblement, un jour, on mangera des gélules de caca. C'est à l'étude, quand même, ces gélules. Oui, mon chien, mon animal de compagnie, travaille la question. Et en tous les cas, donc pas d'éviction. Par contre, quand je suis dans une période menstruelle, c'est possible que, en fait, par l'aspect inflammatoire, donc vous vous bouchez les oreilles parce que, Monsieur Fritel, on va sur l'irrationnel, mais n'empêche que c'est ce que je vois, moi, en 15 ans chez mes patientes. C'est-à-dire que j'écoute mes patientes et j'apprends que par écouter mes patientes. Après, je regarde quelques articles littéraires, scientifiques, mais en tous les cas, on apprend par les patientes. Et en fait, on sait quoi? On sait que quand j'ai cette inflammation, ça se bloque. D'accord ? On a le ventre qui se bloque parce que j'ai un peu mal. Donc, en fait, mes organes profonds qui vont bien quand ils fonctionnent, rien que le fait qu'ils arrêtent de fonctionner, ça crée de la douleur. Donc, en fait, ma vessie, comme elle est un petit peu inflammatoire, ma paroi, et du coup, elle va avoir un truc. Et donc, c'est souvent, je vais plus faire pipi quand j'ai mes règles. D'accord ? Probablement comme j'ai de l'inflammation, mes selles sont plus liquides. Et comme c'est un peu figé, et ma vidange gastrique est moins bonne. Donc, si à ce moment-là, je vais beaucoup manger de fibres, je vais être ballonnée. D'accord ? Parce que mon évacuation et ma vidange est bien moins bonne et modifiée. Donc, si j'ai constaté que pendant ce temps-là, j'étais ballonnée,
peut-être que d'enlever des fibres pendant quelques jours sur cette période va être une bonne idée. Si j'ai l'impression que je fais de la rétention hydrosodée par ma sensibilité hormonale, mes jambes qui gonflent, etc., là, comme ça, probablement, l'idée, c'est de boire un peu moins, de prendre des tisanes drainantes et peut-être que je charge un peu plus en protéines. Parce qu'en chargeant un peu plus en protéines, je vais enlever ces symptômes-là. Mais en fait, j'analyse un truc à moi qui me gêne dans mon fonctionnement et j'essaye de trouver des solutions, mais c'est qu'à moi. Et je ne vais pas le reproduire sur 365 jours de l'année. D'accord ? Donc, je n'ai pas de régime alimentaire. Moi, je travaille avec les femmes. Elles me disent « Oh, ça, c'est hyper inconfortable. » On réfléchit, on voit comment on peut faire, notamment sur l'alimentation ou sur l'activité physique ou sur des petits trucs pour aller sur cet inconfort-là. Et on essaye de l'expliquer de manière non rationnelle. Mais c'est que parfois, quand le rationnel ne marche pas, le non rationnel... Non, c'est pas du tout. Votre expérience, elle est à prendre en compte par le praticien. Élodie se sert de moi comme contre-objet du tout. mais en soi, on peut tout pas ce qu'on a recommander. dit, c'est qu'il y a une écoute de l'expérience de l'histoire. Et il y a l'histoire de la douleur et l'expérience des stratégies antalgiques, de qu'est-ce qui augmente la douleur et qu'est-ce qui l'améliore. C'est ça. Combien de femmes viennent me voir en me disant j'ai un ventre de femme enceinte, quoi. Du jour au lendemain. Dans ces cas-là, on s'habille un peu plus ample et on essaye de travailler sur l'alimentation pour le voir anticiper. D'accord ? Mais c'est rapporté par pas mal de patientes que je vois. D'accord ? Et probablement, ça peut je dois avoir les s'expliquer mêmes. par l'immobilisme. Ouais, mais qu'est-ce que vous répondez à une femme ? J'ai mon ventre de femme enceinte. Donc tout est à peu près vrai. Bon. Une petite question. Ouais. Est-ce que ça se fait l'analyse de microbiote, là, vous en parlez, vous dites qu'on peut Alors voir... en fait, dans les études, moi, en douleur chronique, on m'en parle pas mal. Là, j'ai fait une formation sur Paris, on a pas mal parlé du microbiote. En fait, c'est que d'un point de vue scientifique et recherche. D'accord ? Mais par contre, c'est exceptionnel ce qui est trouvé. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Ceux qui ont le meilleur microbiote, on ne va pas se mentir, hein, c'est ceux qui respectent la saisonnalité, qui ont une alimentation variée, qui font de l'activité physique, ils ont un microbiote de folie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a essayé de greffer des super microbiotes à des microbiotes pauvres, chez le diabétique par exemple, ou chez l'obèse, ou chez le sédentaire, et ben ça ne prend pas. D'accord ? C'est la différence entre les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques et les probiotiques ne fonctionnent pas aujourd'hui parce qu'en fait, ça ne marche pas les greffes. D'accord ? On a fait les études, ils savent que sur Helicobacter pylori, par exemple, qui est une bactérie, quand il y a des résistances, ils font des greffes de caca, ça marche. En tous les cas, c'est juste à titre de recherche, mais c'est un fondamental de comprendre que mon mode de vie, mon sommeil, mon alimentation et mon activité physique a bien plus d'impact que ce que je pourrais le penser. Et c'est ça qui est important. En fait, on nous explique que si j'ai toujours une qualité de sommeil, j'ai toujours un apport alimentaire équilibré, varié, sans restriction, je peux me permettre ça n'aura pas de conséquences si je fais une exception. En gros, le problème, c'est pas McDo, c'est l'utilisation que j'en fais. Si j'ai toujours une alimentation équilibrée, que je vais manger une fois à McDo, je vais pas prendre 1 gramme. Parce que, de fait, le jour d'après, j'aurais pas envie de manger de gras, je vais m'auto-réguler. Vous voyez, par exemple, j'ai une alimentation équilibrée, c'est Pâques, je bouffe 1 kilo de chocolat, ça va m'avoir fait plaisir, mais je vais pas pouvoir en manger pendant un petit bout de temps quand même, hein, parce qu'on va me dire, tu veux du chocolat ? Oh, ça va aller. Donc, ce qui fait que je ne vais pas prendre 1 gramme. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand c'est répété, où là, j'ai plus de phénomène qui va m'auto-compenser. Donc, en fait, si j'ai un mode de vie équilibré, je peux faire pas mal, finalement, d'entorse à la règle et ça ne nuira pas à mon fonctionnement et j'aurai pas de conséquences négatives. D'accord ? C'est ça ce qui est bien. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pas toujours respecter la règle, mais quand on la respecte pas, que ça se passe bien. Et ben, ça, c'est chouette. Donc, c'est hyper important. Et ce que veut dire Élodie, c'est que dans la prise en charge de la maladie chronique, dont la douleur chronique, on peut jouer, on joue sur les comportements et on joue sur les comportements de choses qui semblent insignifiantes dans une consultation médicale, on va dire, orthodoxe, où normalement c'est chirurgie ou médicaments. Voilà. Et la plupart du temps, quand on rentre au centre de traitement de la douleur, vous avez à peu près 9 chances sur 10 de partir sans médicaments, voire avec moins de médicaments. Et quand j'envoie une patiente aller au centre de la douleur, elle me répond, bah non, ils vont me donner les médicaments qui vont m'assommer la tête. Voilà.
Bon, le premier médicament qu'on continue à utiliser quand même, c'est la pilule. Et c'est toutes les contraceptions hormonales. C'est-à-dire le fait de supprimer les règles, ça améliore une grande partie des douleurs de règles, parce qu'il n'y a plus de règles, tout simplement. Et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas une hormone qui est meilleure que les autres. On utilise ce qui est à disposition et ce qui a montré sa tolérance et sa safety en termes de prise au long cours. Hein, la contraception, c'est un des médicaments les plus surveillés et les plus utilisés. Après, là où je vais dans l'autre sens, c'est qu'en fait, je déculpabilise les femmes qui viendraient à ma consultation qui ne souhaiteraient pas prendre d'hormones parce qu'elles me disent, mais moi, les chirurgiens, ils m'ont dit que si je prenais pas l'hormone, la maladie allait s'aggraver et tant pis pour moi si je veux pas prendre de traitement hormonal. Donc en fait, elles ont assez vite ce sentiment de culpabilité. Et en fait, j'ai assez facilement à leur répondre que si l'hormone marchait si bien que ça, je ne serais pas là et on n'existerait pas. Bah oui, si le fait de prendre un traitement hormonal, arrêter la maladie suffisait, on ne serait pas là pour en discuter. Hein. Ça veut dire que ça marcherait à jackpot 100% et j'aurais pas de conséquences négatives sur l'endométriose. Donc ça veut dire que c'est bien plus compliqué que ça. Donc si j'ai pas envie de prendre d'hormones, on va essayer de travailler différemment sans prendre d'hormones à partir du moment où ça met pas ma vie en danger. Oui. Oui, c'est un stérilet, ou lévonorgestrel. C'est dans les propositions. Oui, bien sûr. Ça fait partie des... C'est un traitement hormonal. Hein. C'est un traitement hormonal qui a l'intérêt d'être localisé. Voilà, le Mirena. Oui. Voilà. Et en fait, on est quand même sur un choix de contraception avec finalement des effets indésirables, des effets positifs. Et après, ça va être un équilibre. Hein. Effectivement, on est quand même sur une castration chimique qui va avoir des effets néfastes. Mais néanmoins, si mes bénéfices sont supérieurs, j'accepte de continuer à prendre la thérapeutique. Donc, j'ai des jeunes qui sont beaucoup mieux sous pilule. Et d'autres qui, finalement, n'ont pas envie, on travaille différemment. Oui, Est-ce que pour autant on les culpabilise? Non. Parce que c'est pas si simple que ça comme histoire. Mais quand ça marche bien. On reprend sur le traitement chirurgical. C'était l'image qu'on avait vue tout à l'heure. Là, c'est en fin d'intervention, ça saigne plus, mais ça n'a pas saigné. Et vous vous en souvenez, il y avait une petite tache qui était ici, mais finalement, on est allé beaucoup plus loin. Jusqu'à être près des vaisseaux utérins, des conduits urinaires, des petites nerfs du pelvis, du rectum qui est découvert sur tout cet ensemble-là. Et parce que pourquoi on travaille entre les chirurgiens et les médecins de la douleur, c'est parce qu'en fait, la première cause de douleur chronique, c'est la chirurgie. La chirurgie. 50% des douleurs chroniques, c'est un lien avec une chirurgie. Oui, mais c'est en orthopédie, ça. En général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pense que d'aller mieux sélectionner le patient pour qui la chirurgie sera bénéfique, on va limiter le nombre d'interventions et la iatrogénie en lien avec l'intervention chirurgicale. Parce que les patients pensent que c'est juste une intervention, j'ai quand même le risque anesthésique, j'ouvre, j'ai un risque de développer des douleurs chroniques, etc. etc. Donc, en fait, il n'y a pas de petits gestes. En fait, il n'y a pas de gestes hyper dangereux. On n'est pas là pour dramatiser la chirurgie. Mais en fait, l'idée, c'est de le faire dans l'intérêt du patient au bon moment quand même. Parce que 50% des patients que je vois, c'est un lien direct avec une chirurgie qui n'a pas forcément aidé le patient. Vous passez chez moi, on n'a pas envie de se faire opérer. Parce que j'ai un biais de sélection, hein, tout se passe mal. Bon, il y a la partie fertilité où ça peut nécessiter de faire de la PMA, de la FIV. Voilà. Et comme le disait Élodie, on ne peut pas mener tous les objectifs en même temps. Soit on s'intéresse à la douleur et on va pas s'intéresser à la douleur, mettre en œuvre les traitements pour la douleur, soit on va s'intéresser à la fertilité. C'est deux projets différents pour lesquels on rentre dans deux filières sur lequel il y a un choix qui n'est pas si simple à faire pour la femme de quel est le choix qu'elle doit prioriser, surtout qu'il peut y avoir la pression de l'âge, la contrainte de l'âge. Les deux sont incompatibles. Les deux, c'est deux processus de soins différents. C'est pas du tout incompatible, hein, mais par contre, on n'est pas sur les mêmes objectifs, donc on ne va pas aller sur les mêmes choses en priorité. Les stratégies, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner quelqu'un qui est douloureuse et qui
en FIV et qu'il faut, bien sûr, quand on prend en charge la douleur, il y a le projet d'être enceinte qui doit être pris en compte avec un traitement, s'il est chirurgical, qui doit être conservateur. Mais on ne le met pas comme une réalisation pratique. Maintenant, on va l'accompagner, mais ce qu'on va mettre en œuvre en premier ne sera pas le même. La priorité du jour ne sera pas la même. En gros, si j'ai des lésions visibles qui peuvent nuire à ma capacité ou à mes chances d'avoir une grossesse, on va aller à l'intervention chirurgicale plus rapidement. Si on est sur une prise en charge douleur, on peut avoir une attente conservatrice un peu plus importante, sous réserve que j'ai pas d'atteinte de mes fonctions rénales, par exemple, ou de sténose importante. Mais je vais moduler encore plus les choses. Si y a de la douleur et une infertilité, si l'infertilité est en premier, je vais pas l'opérer, je vais aller faire de la PMA. C'est-à-dire, je vais aller au traitement le plus efficace pour obtenir une grossesse dans un temps raisonnable. On va toujours parler en probabilité. Et donc là, ce qu'on veut, c'est la grossesse. On va maximiser les chances, en tous les cas, de grossesse. Mais si la réponse sera « mais les douleurs sont atroces, ça m'empêche d'avoir des rapports », ça peut être, on va aller faire la chirurgie pour qu'il puisse y avoir des rapports. Les histoires ne sont pas écrites, elles sont à dire quels sont les objectifs et comment on mène. Voilà. Après, c'est vraiment à la carte. Et en fait, pourquoi on se dit que finalement, il faut prendre le plus précocement les douleurs et on s'intéresse à celles qui nuisent à mon fonctionnement? Parce qu'en fait, si j'ai mal, mes petits récepteurs à la douleur, si j'arrive jamais trop à les éteindre et que ça nuit trop à mon fonctionnement, donc ça devient envahissant, finalement, j'ai une sensibilisation de mon système. La sensibilisation de mon système, c'est un peu mon système qui s'emballe. On va considérer... Je fais beaucoup d'éducation thérapeutique, donc j'ai plein d'images un peu débiles comme ça, mais en tous les cas, c'est pour faire comprendre. C'est-à-dire que vous imaginez que dans votre corps, vous avez des petits gendarmes, comme la vie. Et en fait, ils sont là pour donner l'alerte, finalement, de vous dire, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur de votre corps. Ils vous envoient un signal qui va m'alerter et qui va me faire prendre conscience des choses. Dans la sensibilisation, on a très clairement mes flics qui se trompent. C'est-à-dire qu'ils voient 3 personnes tranquilles en train de parler dans la rue, ils arrivent, ils prennent la matraque parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient organiser un casse au niveau de la banque. En gros, j'ai une perception de mon signal douloureux d'alerte qui n'a pas de sens et qui est perturbée. D'accord ? Donc en fait, on nous dit il y a péril dans la demeure, pas du tout. Puisqu'en fait, c'est juste du fonctionnement et un état de base classique. C'est ça la sensibilisation. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, mon système se trompe, il m'envoie des messages douloureux alors que c'est juste la vie. C'est comme ça que si j'ai très mal au ventre, au fur et à mesure, je peux avoir des douleurs diffuses et générales parce que ça a sensibilisé mes voies de la douleur. Et comme j'ai des récepteurs partout à la douleur, je finis par avoir mal partout. Parce que en fait, tout le monde se trompe et plus personne sait ce qui est dangereux, pas dangereux, ce qui est une menace, pas une menace, et on interprète tout comme une menace. C'est comme ça que les examens complémentaires sont négatifs. Et en fait, souvent, on a une sensibilisation pelvienne et on va le chercher parce qu'en fait, on est très vigilant. Quand on a une sphère de sensibilisation pelvienne, on pense que la chirurgie ne va pas aider en premier lieu. Tant bien même j'ai de l'endométriose, si j'ai une échelle de sensibilisation pelvienne au plafond, généralement, on nous adresse les patients avant, on essaye de désensibiliser, de faire un premier travail pour recentrer les douleurs, pour faire une chirurgie seconde, parce qu'on veut aller dans l'intérêt du patient, que ça lui amène le maximum de bénéfices à son fonctionnement. Donc en fait, on est très vigilant, et là, vous avez l'échelle, je ne vais pas vous la détailler, mais en gros, on a sur la sphère urinaire, la sphère digestive basse, la sphère sexuelle, la sphère cutanéo-muqueuse et la sphère musculaire. Et après, on va voir si ça dure longtemps après. D'accord ? Si j'ai des douleurs très longtemps après avoir fait pipi, c'est un signe très franc de sensibilisation. Pareil après les rapports sexuels, pareil après avoir été à la selle. Et après, j'ai tous les autres symptômes de sensibilisation qui vont être les céphalées de tension, les douleurs diffuses, le syndrome de fatigue chronique, etc., etc. D'accord ? Donc, en fait, on se sert beaucoup de cette échelle dans l'intérêt des patients en disant qu'il faut mieux désensibiliser avant d'aller en chirurgie première, tant bien même j'ai raison d'y aller. Ou quelquefois, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, il y a une hypersensibilisation pelvienne. Après, reste à savoir pourquoi j'ai cette sensibilisation pelvienne. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut prendre les choses d'une manière différente. C'est-à-dire que pourquoi, dans l'arthrose, qui est un processus physiologique naturel, donc l'humain a été prévu faire, je vous l'ai dit, préservation de l'espèce,
le processus naturel de vieillissement, normalement, l'humain était prévu pour y faire face. Donc, normalement, l'arthrose en elle-même, j'ai les ressources personnelles pour faire. Ce qui compte, ce n'est pas pourquoi j'ai de l'arthrose. Ma question, c'est pourquoi un processus naturel que je devrais plutôt bien vivre, pourquoi je ne le vis pas bien? En quoi, chez moi, cette arthrose m'empêche de fonctionner alors que tant bien même j'étais prévu pour vivre avec de l'arthrose? D'accord? C'est intéressant aussi de prendre dans l'autre sens. Pourquoi chez les autres ça passe et chez moi ça passe pas? Et donc l'hypersensibilisation familiale, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais en tous les cas... Non, c'est bon. Et ce qu'on veut, grâce à Élodie, ce qu'on veut conserver, c'est l'effet magique de la chirurgie où il n'y a plus de douleur après. Et là, quand les patientes viennent me voir, elles me font « Oh, monsieur Fritel, elle était trop bien, j'ai plus mal du tout. » Super. Elles ne viennent pas, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a plein de ressources auxquelles on ne pense pas forcément sur les techniques néo-médicamenteuses. Vous pouvez m'en lister plein. Qu'est-ce que vous connaissez qui peut être utile ou utilisé dans des situations de douleur? Qu'est-ce que sont les moyens? C'est hyper intéressant parce qu'en fait, le sport n'est pas recommandé, mais l'activité physique, oui. Le sport n'est pas recommandé. Le sport d'impact en particulier intense, celui qui fait bouger un peu trop les organes. Mais c'est quoi le sport? C'est quoi la différence entre sport et activité physique? Alors, dans le sport, il y a surtout une performance, mais il y a surtout une certaine forme de licence et de règles. C'est-à-dire que dans le sport, j'ai des règles et souvent je suis licenciée d'un club ou en tous les cas, j'ai un objectif de course et de chrono, etc. Et je dois répondre à des règles. Dans l'activité physique, pas du tout. D'accord? Je l'intègre à un mode de vie. Je peux avoir le même entraînement que dans le sport, hein, sauf que le but étant pas le même. Dans un, je me fais plaisir et dans l'autre, je veux aller chercher un objectif et je vais être obligée de répondre à des règles. En gros, si pour l'activité physique, vous allez taper dans le ballon sur un terrain, vous pouvez mettre vos propres règles. Si vous allez faire du sport en foot, vous allez répondre aux règles du sport et de l'arbitre. Oui, vous avez vu la différence? Mais ça change tout. Aujourd'hui, rien que pour finir, sur le sport et l'activité physique, si vous avez compris, c'est un peu mon dada avec l'alimentation. La seule chose qui tue, c'est la sédentarité. D'accord? Donc, en fait, à chaque fois que vous passez plus de 7 heures par jour assis, vous avez perdu à peu près 1 heure d'espérance de vie. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui est sédentaire, qui passe plus de 7 heures assis par jour, même s'il va faire 2 heures de sport, ça ne compensera jamais. Il aura toujours une espérance de vie moins bonne que celui qui n'a pas été sédentaire. Rien ne permet de compenser la sédentarité. Et la seule chose qui tue, prématurément, c'est la sédentarité. Donc, toute personne qui passe plus de 7 heures par jour assis ampute à peu près d'1 heure son espérance de vie. Donc, à la fin d'une semaine, 7 heures. Et vous faites un cumul par année. OK? Donc, les Américains, et c'est un peu ce qu'a fait Netflix si on réfléchit, d'accord, c'est que pour lutter contre la sédentarité, si on fait du break toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, je me lève, je marche 3 minutes. 30 minutes assis, 3 minutes à marcher. 30 minutes assis, 3 minutes à marcher. Si on regarde à peu près sur Netflix, ça passe. C'est-à-dire que vous avez un épisode et là, vous laissez le générique de fin. Vous laissez le générique du prochain épisode mettre parce que là, vous marchez et vous laissez même le récapitulatif de l'épisode précédent. Comme ça, vous aurez marché un tout petit peu plus. Et quand ça reprend, vous voulez, vous vous réasseyez. Nous, pour nos consultations, ça marche à peu près. On a des consultations toutes les 15 à 20 minutes. Grosso modo, hop, on se lève, etc. Donc, en fait, il faut se lever toutes les 15 minutes, enfin toutes les 30 minutes, vous vous levez 1 minute. Et là où probablement, voilà, mais alors vous ne pouvez pas quitter la salle parce que je vais le prendre mal et M. Fritel va m'en vouloir pendant des années. Mais par contre, le break est très important, il va falloir le mettre dans notre mode de vie sociétal. Et en fait, je suis encore triste qu'on oblige nos enfants à rester à l'école, au collège pendant, il ne faut pas des cours plus d'1 heure, quoi. Parce qu'il faut vraiment se lever, on ne les encourage pas dans ça. Et donc, les Américains ont publié une belle étude, hein, parce qu'aujourd'hui, un enfant américain de 7 ans, son espérance de vie en bonne santé, c'est 45 ans.
C'est-à-dire qu'on estime qu'il ira en bonne santé qu'à partir de 45 ans. À 46 ans, il aura un diabète, il aura une obésité, il aura des problèmes. Donc, un enfant américain, 6 ans, 45 ans, c'est dramatique. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, on a la sophrologie, on a plein de choses. On a effectivement les aides techniques, la bouillotte, le froid, le chaud, la ceinture lombaire, les contentions qui aident énormément. D'ailleurs, c'est des aides, les contentions de cheville, d'articulation, etc. On peut avoir l'acupuncture si on en a un intérêt. On a effectivement toutes les activités plaisir fondamentales, c'est-à-dire qu'une fois par semaine ou en fait 2 fois par mois, on ait une activité plaisir. On n'a pas d'activité physique en fonction de sa pathologie. Ça ne marche pas. C'est de la médecine mouton en disant t'as mal au dos, va faire de la piscine. Ça n'a pas de sens. Par contre, on choisit son activité en fonction de, son lieu d'exercice pour que ce soit pratique, son hobby, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui va me faire développer du plaisir. Et on sait que passé 65 ans, il faut faire du stretching et des étirements et il faut faire du saut pour la masse osseuse. Ça, on le sait. D'accord ? Parce qu'en fait, si je suis en vieillissant, je deviens très raide de tout ce qui est derrière. Et en fait, comme je suis raide de derrière, ça favorise les chutes. Donc, en fait, il faut faire des étirements de toutes les chaînes postérieures assez régulièrement. Et avec ça, on va limiter la chute de la personne âgée. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ces étirements-là, on allonge le pas, on allonge la vitesse du pas. Et en fait, on a une stabilité du bassin qui est très largement améliorée. On a plein de petits impacts comme ça sur l'activité physique qui est fondamentale. On en a probablement oublié, mais la liste est infinie. Nous, ce qu'on peut avoir dans la douleur, c'est on va avoir sur l'hypersensibilisation pelvienne, on va avoir la stimulation magnétique transcrânienne. Hein. C'est une petite bobine qui est mise au niveau du cerveau, qui est une technique non médicamenteuse. On en voit beaucoup parce que Lidl en fait, etc. C'est des électrothérapies. Hein. Je mets des électrodes à un endroit donné et suivant mon mode d'utilisation, c'est une action antalgique. On l'utilise énormément chez la femme avec des douleurs pelvipérinéales. On peut avoir sur les douleurs post-opératoires principalement, de césarienne, de chirurgie de sein, mais aussi sur l'endométriose, sur des douleurs neuropathiques post-opératoires du cutenzas et des patchs à base de piment. Dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a des techniques qui existent. On peut même faire de la toxine botulinique, nous du botox, hein, sur les douleurs de cicatrices par exemple, ou c'est sur ce qu'on appelle l'allodynie, hein, les endroits de la peau qu'on ne peut pas toucher parce que ça envoie des décharges électriques. On a aussi la stimulation du nerf vague hein, qui peut partir certaines formes d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on a sur les stimulations au niveau de l'oreille. On a un énorme terrain de jeu qui est notre maison de la santé publique. D'accord ? On a la chance, c'est la première maison de santé publique en France qui nous permet d'avoir plein de programmes d'éducation thérapeutique et de mélanger les groupes avec des pourvoyeurs de santé. Et on a un programme d'éducation thérapeutique sur les douleurs chroniques d'une manière générale, des ateliers dédiés sur la douleur de la femme et l'endométriose, on a des ateliers dédiés sur les céphalées aussi, on a des ateliers dédiés sur la stimulation médulaire quoi qu'il arrive, et après on fait des partages d'expériences avec des patients experts et c'est super génial pour les patients. On est sorti de là et notre maison de la santé publique est exceptionnelle. Hein ? Monsieur Fritel est ravi d'animer et j'ai que listé à peu près. Ce qui est très, très important, c'est de comprendre que, en fait, ce qu'on veut dans la douleur d'une manière générale, dont l'endométriose d'une manière générale, c'est savoir les ressources qui sont à ma disposition. On a tous notre boîte à outils, d'accord ? On a tous notre capacité naturelle de guérison, on a tous nos propres solutions. L'idée, c'est d'être autonome. Quand les patients me disent « j'ai toujours mes douleurs, mais j'ai plus besoin de vous », c'est génial. Je leur dis au revoir, on a bien travaillé. Et en fait, il faut que vous ayez votre propre boîte à outils et conscience de ce que vous avez à disposition pour vous aider. Ça peut être du chaud, du froid, la famille, une association, aller marcher, j'en sais rien moi, les balades, l'activité physique, ça peut être je vais cuisiner, ça peut être je vais me balader, je fais un voyage, en tous les cas. Il y a des ressources inépuisables qui m'aident à favoriser, mettre un petit cœur dans mon quotidien qui va être indispensable pour récupérer ce phénomène de tolérance et de résilience d'une manière générale sur la douleur avec mes capacités d'adaptation. Et les patients qui me disent « Non mais moi j'ai toujours été anxieuse et ça ne changera pas, on ne va pas me refaire », bien sûr que si, ça s'appelle la sagesse. On n'est pas les mêmes à 20 ans qu'à 60 ans, on a une certaine forme d'évolution, bien évidemment. Donc quand les gens me disent « J'ai toujours été comme ça ne changera pas », bah, c'est sa décision pure, mais dans la pratique, ce n'est pas comme ça. Donc en fait, les informations attendues,
C'était votre diapo à vous, ça, monsieur Oui, Fritel? c'est pour moi. C'était pour conclure. On va conclure là. Mais on l'a. Et voilà, moi j'ai dit à peu près ce que je voulais. Mais... Ah, mais ça, j'ai entendu. Est-ce que vous avez des questions sur des points pour lesquels... Ou des choses auxquelles on n'a pas pensé à parler, en fait. Ouais. Attendez, je vais venir avec vous avec le micro. Non, parce qu'on enregistre. Non, parce que c'est important, sinon on a le micro vous aussi. Vous avez abordé la conférence avec le psychosocial. Ouais. C'est-à-dire que vous avez, dans tout ce que vous avez développé, vous avez, moi c'est ce que j'ai compris, hein, tourné autour et développé autour sur la personne. C'est pour ça que moi j'ai mis plutôt des fois comportement psy, lecture du patient et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on pourrait développer tout ça? Déjà, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle aurait un rôle à jouer dans ce traitement-là? Alors, la première question, le rôle, faire face à des douleurs et des douleurs chroniques, c'est faire un deuil. Il y a la notion de deuil, c'est-à-dire que je fais le deuil de mon état antérieur d'insouciance sans problème de santé. Vu qu'on a dit qu'on n'a pas forcément de solution miracle, c'est quand même un peu compliqué. La pilule est un peu difficile à avaler, d'autant plus que j'ai 30 ans. Je me dis, oh putain, je m'en serais bien passé, clairement. Tant que je n'ai pas cette phase de deuil, en fait, c'est compliqué de m'adapter, de mettre en place des solutions adaptatives, parce que tant que je n'ai pas fait ce deuil, tout ce que je mets en place, ce n'est pas pour aller mieux, c'est pour guérir. Et donc, j'ai des échecs successifs, parce qu'en en fait, l'ambition est trop haute. Donc, en fait, on travaille avec les psychologues, des fois, pour travailler sur ce processus de deuil. On travaille avec les psychiatres parce que aussi, il y a aussi des troubles de personnalité, on peut avoir des états dépressifs poussés, et surtout aussi, on travaille dans les états de stress post-traumatique, parce que là, en fait, on a fait une conférence large, mais en fait, on a chez le douloureux chronique une population de traumatisme très importante, et en fait, ce qui compte, c'est d'aller chercher comment je me suis fait mal. C'est tout bête, hein. Mais par exemple, sur un accident de voiture avec des cervicalgies, on va travailler sur le traumatisme. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur une dame qui s'est fait, en coupant du poulet, elle s'est ouvert la main. D'accord ? Elle ne pouvait plus rentrer dans une cuisine à l'idée de voir un couteau, etc. Tant que j'ai ce traumatisme et cet impact psychologique négatif, je ne peux pas espérer avoir une disparition de ma douleur. Pourquoi ? Parce que la douleur est là pour me protéger. C'est-à-dire que inconsciemment, si j'oublie, je peux revivre la même chose. Donc en fait, on va chercher des états de stress post-traumatique et on les prend en charge, notamment avec le psychiatre de mon unité, sur des techniques comme l'EMDR, par exemple, la poursuite oculaire. On va travailler sur la thérapie Brunet, hein, qui est une autre forme aussi de prise en charge des traumatismes. Et ça fait partie de notre quotidien. On identifie ces traumas et on va les traiter. D'accord ? Parce que si j'ai toujours ça, je ne peux pas passer outre. La prise en charge des psychotraumatismes n'est pas d'oublier, hein. On ne peut pas oublier parce que c'est un facteur protecteur énorme. Par contre, on enlève l'émotion qui accompagne le souvenir et ça change tout. Voilà comment on intègre. Après, on essaye de travailler, mais sur les troubles de la personnalité, on n'y arrive pas très bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit « j'ai toujours été comme ça » et ça ne changera pas, on a beaucoup de mal à modifier, à fluctuer son discours. On a des personnalités obsessionnelles ou névrosées. Ce n'est pas une pathologie, c'est un trait de caractère où c'est hyper compliqué. Sur la pathologie, la femme anxieuse, on y arrive. En gros, l'homme militaire, c'est chaud. Hein ? Parce que l'homme militaire, c'est-à-dire que c'est un homme, donc déjà, il est moins malléable qu'une femme d'une manière générale et dans l'approche non cartésienne. Et deuxièmement, militaire, c'est carré. C'est-à-dire que j'ai des règles, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque problème, j'ai une solution. D'accord ? L'être humain, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et donc, on essaye quand même, mais on voit. Et on arrive à faire des diagnostics. Hein. Je diagnostique moi, beaucoup de TDAH, hein, de troubles de la sphère, les TDAH. Hein. On en voit beaucoup, hein, des gens qui sont passés à la trappe parce qu'on s'est amélioré aussi. Et on en diagnostique pas mal. Parce qu'il y a un petit lien quand même avec les douleurs et la mise en danger, la consommation et l'addiction. On peut en faire très large, mais voilà comment on a cette sphère psychosociale. Et votre deuxième question, c'était... On parle beaucoup de l'IA. Est-ce que c'est... Ouais. Moi, je pense que l'IA, elle peut aider sur l'interprétation de l'imagerie. Vraiment. Et sur d'autres progrès à venir, comme les micro-ARN.
Ouais, en tous les cas, je pense que sur les lectures d'imagerie, ça peut quand même beaucoup nous aider. Parce qu'en fait, on est perfectible, on est humain. Je pense que ça peut aussi aider quelquefois les opérateurs. Ça pourrait, à terme, aider un peu. Et nous, sur l'intelligence artificielle, moi, pour l'instant, dans ma pratique quotidienne, je ne l'utilise pas forcément, mais de toute façon, on va être obligé de faire avec, je pense. Mais il n'y a pas que du négatif. C'est du traitement de données, en fait. Oui, mais pour ça, il va falloir l'alimenter avec des données. Il faut alimenter, il faut avoir Oui, oui. des données. Ah, bien sûr, hein. Il faut savoir critiquer, mais après, c'est génial parce que ça travaille en probabilité, j'adore. Mais ça sera peut-être par l'intelligence artificielle qu'on pourra voir les effets de l'alimentation sur la douleur en rentrant des données suffisamment précises, individuelles, pour construire des effets ou des tendances. Chose qu'on n'arrive pas à le faire avec les outils qu'on a actuellement. On aurait moins de variabilité dans les pratiques avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est que le discours que je vous tiens là, vous allez voir probablement un algologue à une autre partie de la France, il ne va pas faire la même chose. Il ne va pas avoir la même vision. Mais ça ne remplace pas votre interprétation et les clés que... Non, mais c'est ensemble. Hein. Moi, c'est ensemble. Hein. Si l'intelligence artificielle peut m'aider, ça me va. Hein. S'il peut me faire l'algorithme pour dire ça, toi tu vois pas parce que tu vas pas t'entendre avec lui, mais avec lui ça va mieux le faire, et si lui il va mieux s'entendre avec ta collègue, je prends. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc ce qui fait que il y a toujours de l'aide à aller chercher. Et de toute façon, l'intelligence artificielle, on n'a pas beaucoup le choix. Hein. On va y aller. Par contre, il faut savoir la manipuler. Je pense que les enfants, il faut qu'on leur apprenne à manipuler l'intelligence artificielle. Bon, ils vont apprendre tout seuls pour faire leur devoir. Oui, mais oui et non, parce qu'en fait, là, ils sont plutôt à sélectionner, à aller tout reproduire et à balancer un devoir par l'intelligence artificielle. Il faut être un petit peu plus intelligent que ça. Je peux dire un mot sur les perspectives, sur les micro-ARN. On a parlé de prise de sang à un moment donné, comment diagnostiquer l'endométriose. Pour l'instant, il n'y a pas de prise de sang qui diagnostique l'endométriose. Il y a peut-être un test salivaire qui peut servir à ça, qui est en train d'être testé. Pour l'instant, on ne sait pas comment l'intégrer dans la chaîne de soins, dans la décision, parce que ce qu'on a dit, c'était pas tant de faire le diagnostic, mais de savoir ce qu'on devait faire. Mais peut-être que dans ce marqueur biologique, il y aura des critères de pronostic et prédictifs de la réponse au traitement. Et moi, où je me suis posé la question sur les tests salivaires, c'était pour peut-être limiter encore un peu plus les célioscopies exploratrices. C'est-à-dire que les femmes qui ont des douleurs, qui ont des symptômes qui ressemblent, mais l'imagerie ne nous montre rien. Et là, souvent, on va à la célio en disant on ouvre et on regarde. Peut-être que là, le test salivaire a un intérêt. Ça, c'est l'étude qui est en cours actuellement. En se disant, on évite la célio et on cède. Parce que cliniquement, c'est ça, mais les imageries, on ne voit rien. Par contre, le risque, ce serait, moi j'ai des enfants, je refuserais qu'à titre de grande échelle, on fasse un test salivaire à ma fille qui se plaît à dire rien. Admettons, elle revient positif. Qu'est-ce que je fais de ce truc-là? J'en fais quoi? Je vais aller faire une imagerie pour confirmer un test. Non. Mais ça sera détourné, Elodie, de toute mais manière. Bien sûr, ça sera détourné, mais c'est le risque et la perversité du système. Il faut un peu nous laisser vous aider. On ne vous veut pas du mal. Hein. Donc, en tous les cas, on a eu beaucoup de questionnements sur le test salivaire. J'ai une question, mais plus en lien avec votre diapo d'avant. Est-ce que... vous parliez de l'EMDR tout à l'heure et de pourquoi je me suis fait mal. Est-ce qu'il y a des liens qui ont été faits entre victimes de violences sexuelles et endométriose, douleur pelvienne et hypersensibilisation pelvienne, oui. Très clairement. Oui. J'ai beaucoup de viols ou en tous les cas de rapports sexuels non consentis. À la fois dans ma population de douloureux chroniques et encore plus dans ma population de douleurs pelviennes. Et est-ce qu'on sait pourquoi ? Probablement, c'est le traumatisme dont a parlé Elodie et qui pourrait être un déclencheur de la sensibilisation. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que dans la vie intime, on a besoin d'avoir une mobilité de ces organes-là.
C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire un dessin un peu ce qui se passe dans la vie intime, mais en fait, si mes organes profonds sont bougés, j'ai forcément des dyspareunies. Si je suis contractée, j'ai des dyspareunies d'intromission. Et si tout est figé à l'intérieur de mon ventre, forcément, les rapports sexuels ne vont pas bien se passer, en fait. Donc, en fait, je travaille beaucoup en mobilité des organes abdominaux, et le pilate est un élément fondamental pour moi dans les activités parce que ça reprend la respiration, la sensation, les muscles profonds. Et en fait, l'idée, c'est de se réapproprier son corps, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a eu l'impression d'avoir perdu son corps sur quelque chose, d'avoir été meurtri sur quelque chose de non voulu. D'accord. Et après, très clairement, l'idée, c'est de se le réapproprier. Et ce n'est pas une fatalité, mais par contre, on en a beaucoup. Parce que du coup, on a l'impression d'avoir un peu perdu le contrôle et un truc qu'on ne voulait pas, en fait. Je vais compléter. Alors, l'endométriose, elle a été vue initialement comme une douleur nociceptive, c'est-à-dire il y avait une lésion avec des nerfs, et donc ça crée de la douleur. Et ce qu'on a compris plus récemment, c'est la notion qu'il y a une plasticité cérébrale qui fait que le signal, un même signal va être plus ou moins amplifié, voire complètement bloqué. Et ça explique qu'il y ait des endométrioses sans douleur. Donc c'est qu'on a la plasticité cérébrale, et la plasticité cérébrale, elle est peut-être pas la même pour tout le monde, et elle peut être atteinte par les événements de la vie. Après, probablement, je suis plus symptomatique si j'ai une expérience traumatisante de l'ordre de la sphère intime. J'ai plus de risques d'être symptomatique sur un même type de lésion. Par contre, ça ne va pas avoir provoqué de l'endométriose. Voilà. Et après, ma place de la femme, tout ce que ça représente, etc., c'est très complexe. C'est très complexe, en fait. Et là, je le redis. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à savoir ? C'est-à-dire que quand il y a eu... Moi, je fais que des patientes de douleurs chroniques. Ne pas se souvenir, c'est beau, parfois. Et en fait, j'ai beaucoup de femmes qui ont décompensé sur les gros réseaux sociaux MeToo. Parce qu'en fait, à force d'en entendre parler quotidiennement, le cerveau s'est remis en lumière et elles se sont dit, putain, ça m'est arrivé. Et elles ont des flashs qui sont réapparus. Mais elles allaient mieux avant les réseaux MeToo, parce qu'elles ne savaient pas. Vous voyez, oui, mais là, on touche à des trucs encore plus compliqués. Et donc, ça veut dire que les gros réseaux sociaux qu'il puisse y avoir et les gros emballements en disant c'est dans l'intérêt de la femme, libérons, ça a fait beaucoup de mal à mes patientes. Parce que certaines essayaient de ne pas y penser, et quand on en rabâche et qu'on entend parler au quotidien, c'est l'enfer. D'accord ? Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il y a du bien et du moins bien. Non, je les ai pas. J'ai aucune prédiction individuelle possible. La fertilité, c'est regarder l'avenir, en vérité. Quand vous me parlez de fertilité, c'est vous mesurer quelque chose qui est en devenir, qui est un potentiel. Personne ne sait mesurer la fertilité. Et il y a probablement un impact psychologique. C'est-à-dire que plus j'y pense, moins ça marche. Ça, c'est complexe. Ah ben oui. Non mais... Oui. Ah ben aussi, mais en fait, ce qui est valable dans la population générale l'est encore plus dans l'endométriose, et on rajoute une maladie d'organes. Mais on rajoute, mais n'empêche que ce qui est valable est valable. Mais il n'y a pas de solution miracle. Oui. Ouais. Merci à vous. Il y avait juste une question. Est-ce que c'est un monsieur qui peut... Oui. Vous parliez tout à l'heure des bienfaits de l'alimentation. Enfin, c'était un élément important. Et est-ce qu'à l'inverse, des troubles d'alimentation... Enfin, c'est une question, mais la réponse est déjà dans la question. C'est pour ça que je suis un homme. Mais est-ce qu'à l'inverse, des troubles dans l'alimentation peuvent aussi être générateurs de... Enfin, éléments amplificateurs ou... un petit peu comme les rapports non consentis et quelque chose. J'ai du mal à m'exprimer. Alors en fait, on sait merci. Que les vitamines, elles jouent un rôle clé dans le bien-être nerveux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est en carence vitaminique, B12, vitamines diverses, est très à risque de développer des douleurs neuropathiques des pieds, par exemple. On sait que l'équilibre au niveau des vitamines est fondamental sur le bien-être d'une manière générale et dont la santé nerveuse. Quelqu'un qui va avoir des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, etc., montre quand même un déséquilibre dans mon mode psychique.
d'accord, qui fait que potentiellement, je peux en avoir des conséquences néfastes, dont ma perception à la douleur et mon niveau de tolérance à la douleur. Après, vous aviez une autre question, c'était pas l'objet de votre question, probablement. Si, j'ai répondu. C'était dangereux pour la santé. Oui. Sauf dans la maladie cœliaque. Sinon, on ne sait pas si ça marche, mais on sait que ça aggrave le risque cardiovasculaire. Oui. Et ça coûte très cher, hein. Des pâtes sans gluten, ça pique, hein, par rapport à 1 kilo de pâtes normales, hein. Enfin, Par contre, on sait que on nous demande quand même, les équilibres alimentaires, je finis, nous demandent de tendre le plus possible, si on peut, vers des semi-complets ou complets. Quand même, dans la consommation des céréales, et notamment des pâtes ou du riz, on nous oriente quand même très largement à essayer de prendre au moins du semi-complet. Voilà. Mais ça coûtera toujours moins cher que le sans gluten. Ouais, les prébiotiques et probiotiques, ça marche pas. Les études montrent que ça marche pas. Parce que la greffe, ça marche pas. Oui. Les études sont défavorables. Et l'activité physique. Oui. Et la majorité de mon microbiote, ma mémoire de microbiote, c'est dans les 3 premières années de la vie. Non, mais on peut le moduler à l'âge adulte, mais n'empêche que ma mémoire microbiote, c'est dans les premières années de vie. Oui, mais je ne peux pas tout faire. Une autre fois, Élodie. Merci beaucoup. La conférence est tellement passionnante.